Professeur Abdelkrim Chelron, bonjour. Bonjour, Madame Souida. Alors on suffoque, on n'arrive plus à respirer avec ces fortes chaleurs caniculaires qui durent depuis près de 1 mois aujourd'hui et ça touche plusieurs continents, plusieurs pays. La canicule, c'est la conséquence du réchauffement de la Terre. Professeur Abdelkrim Chelron. Absolument. Nous vivons les conséquences d'un risque majeur, classé, identifié comme risque majeur par la Commission de l'ONU, qui est sous-tendu par un groupe de travail qu'on appelle le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et qui a fait il est en place depuis 1988, depuis plus de 35 ans. Il a fait 5 rapports et dans son dernier rapport, la conclusion est sans équivoque, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme dans ce qui se passe actuellement, dans ce que nous vivons actuellement par rapport au réchauffement de la Terre, malheureusement. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, l'ONU alerte le rapport du groupe d'experts sur l'évolution du climat dans son rapport de 2022, auquel vous avez fait référence à l'instant. L'unique responsable de cette situation, c'est l'homme, c'est la principale conclusion. Les choses vont se compliquer encore davantage à l'avenir. Professeur Abdelkrim Chelron, est-ce qu'on peut considérer que dans cette course, c'est l'industrialisation, on a occulté l'aspect climat? Absolument. Vous savez, il y a toutes des COP qui ont été organisées, c'est-à-dire des conférences des parties. Les parties concernées, c'est les grands pays industrialisés. Les pays pauvres ne sont pas concernés. Si je prends l'Afrique tout entière, elle est responsable pour 4% dans les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit le CO2, que ce soit le CH4, le méthane. Donc les gros pollueurs, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est le Brésil, et c'est l'Europe. Voilà, c'est les gros pollueurs. Ils sont responsables pour 90% de tout ce qui se passe actuellement. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il y a un problème d'argent. Parce qu'il y a, comme vous le savez, si je reviens à la COP de Paris de 2015, il a été question de mettre en place un fonds pour l'environnement d'environ 100 milliards de dollars pour justement venir en aide à tous les pays africains et surtout parmi les pays africains le plus touchés, je dirais, c'est l'Algérie. L'Algérie est touchée par de gros risques climatiques, à savoir la désertification, la sécheresse, la canicule, l'ensablement, les vents de sable, tout ça. Ça rentre dans la famille, la catégorie du risque climatique que nous vivons actuellement. Alors, la responsabilité, c'est les pays développés, les grands pays industrialisés. Vous les avez cités un instant, M. Abdelkrim Chelron. Est-ce qu'ils doivent aujourd'hui assumer leurs responsabilités quand on sait que les grands regroupements sur l'environnement, comme la COP de Paris, ont tous échoué? Oui, je parle de la dernière COP, la COP 27 de Sharm el-Sheikh, elle a échoué. Parce qu'il n'y a que des recommandations de Paris, celle de Glasgow. Donc, c'est des recommandations sur le papier. Donc, il n'y a pas de suivi. Ils n'ont pas mis en place un comité intergouvernemental de suivi sur le terrain. C'est ça le problème qui est posé pour la gestion des risques majeurs à travers la planète. Parce que ça coûte de l'argent. Ils parlent, mais ils veulent pas mettre la main dans la poche, malheureusement, alors qu'ils sont les principaux responsables. Je vous parle, il y a une semaine, le représentant américain, John Kerry, qui est responsable justement, représentant des États-Unis pour le changement climatique, il est parti en Chine parce que la Chine et les États-Unis demeurent les plus grands pollueurs du monde. Et pour arriver à une solution pas bilatérale, mais multilatérale, parce que c'est transversal. Alors, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous dites que les pays industrialisés ils sont responsables. Est-ce que les pays en développement pourraient peser aujourd'hui pour faire assumer ou endosser la responsabilité des grands pays industrialisés ou alors on ne le pourra pas, puisque ce que nous sommes en train de vivre actuellement n'est qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver encore davantage à l'avenir? Oui, absolument. On l'avait dit sur ce plateau à plusieurs reprises. J'ai dit que les pays touchés, les pays victimes
doivent se regrouper et mettre en place, si vous voulez, organiser une COP. Une COP dédiée justement à ces pays touchés par le dérèglement climatique, comme l'Afrique par exemple. Nous, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une COP désertification. C'est le pays à travers le monde le plus touché. On a 200 millions d'hectares de désert sur les 238 millions de superficie d'Algérie. Donc voilà, je pense qu'il faut une politique agressive, une politique frontale de la part de ces pays qui doivent être écoutés. Et ils sont nombreux. Alors, ils sont nombreux. Les choses vont se compliquer encore davantage à l'avenir, professeur Abdelkrim Chelroum. Ce que nous vivons n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons subir encore à l'avenir et avec une forte intensité. Absolument. Si je vous donne les chiffres du GIEC, de 1900 à ce jour, c'est plus 1,5% de la hausse des températures. Et ce même GIEC, avec toutes les recherches très approfondies, très poussées, recherches scientifiques dans le domaine de la mesure justement de ce réchauffement, il prévoit pratiquement un autre 1,5% d'augmentation d'ici 2050. Voyez-vous, c'est-à-dire dans 20 ans, on va avoir une augmentation équivalente à l'augmentation qui a eu lieu entre 1850 et 1900. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, puisqu'on parle beaucoup de catastrophes, on parle beaucoup bien sûr aujourd'hui des changements climatiques, on en parle énormément également bien sûr de leurs effets sur l'humain, sur notre développement à l'avenir, bien sûr les catastrophes naturelles également. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, ces températures caniculaires pourraient être considérées comme étant risque majeur ? Elles sont considérées comme risque majeur. Vous savez, le risque climatique, c'est un grand risque majeur. C'est un risque majeur identifié à travers toute la planète. L'Algérie est directement concernée parce que dans ce risque, il y a plusieurs sous-risques. Il y a la désertification, il y a la sécheresse, il y a la canicule, il y a l'ensablement, il y a les vents de sable. Et nous, on est directement, frontalement concernés par ces sous-risques. Donc, on est le pays le plus, si vous voulez, confronté, le plus menacé par ces risques climatiques. Donc, c'est un risque majeur pour nous. Et si je prends l'article 26 de la loi 04-20, il est stipulé que la canicule, les vents de sable, la sécheresse, la désertification sont classés comme risque majeur en Algérie. Donc nous l'avons fait déjà en en 2004. Déjà. Donc on a anticipé. Alors conséquences de ces risques majeurs. La rarification de l'eau, déjà on le vit depuis quelques années. Nous allons, vous savez, toutes les zones côtières vont être menacées par la montée des eaux salées, primo. Le deuxième facteur, c'est des inondations catastrophiques. Et le troisième facteur, c'est un endommagement important des infrastructures. Voilà. Quand je parle de l'Algérie, je parle de tous les pays, de toutes les zones côtières, que ce soit en Californie, que ce soit en Algérie, que ce soit au Nigeria, un peu partout. Voilà les points qui ont été identifiés par le GIEC. Alors, elles ont été identifiées. Bien sûr, le GIEC a relevé que la température a augmenté de 1,1 depuis pratiquement 1850, voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà. Je voudrais revenir avec vous. Comment s'adapter aujourd'hui à ces fortes températures caniculaires? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il va falloir revoir notre modèle à la fois de consommation et également le modèle aussi auquel nous sommes habitués dans tous les domaines, aussi bien dans la construction que de la gestion également de la ressource hydrique? Vous savez, revenons, si vous voulez, aux indicateurs du regroupement de Sendai 2015, où il y a eu 38 indicateurs avec 5 objectifs. Et qu'est-ce qu'il dit, ce regroupement? Il dit que chaque pays est responsable justement de la réduction du risque catastrophe au niveau de sa région. En ce qui concerne l'Algérie, à mon avis, il y a plusieurs facteurs. Il y a le problème de déconstruction.
des matériaux de construction qu'on doit revoir absolument, surtout dans le sud algérien. Il faut des matériaux non polluants, des matériaux isolants, des matériaux locaux. C'est la terre. Vous allez en Allemagne, il y a beaucoup de constructions en terre, parce que ça isole, et c'est pas polluant. Là, dans ce pays-là, on retrouve la brique et le parpaing, malheureusement. Le deuxième facteur, c'est le matériel roulant. Moi, je ne vois pas, avec tout ce qui se passe, il faut imposer les FAB, les filtres à particules pour tous les véhicules. Il faut les imposer parce qu'il y a les émissions à effet de serre, le CO2, et puis il y a les particules qui sont très dangereuses pour l'être humain. Et puis le troisième point sur lequel il va falloir se pencher, c'est justement les puits carbone. Il faut démultiplier les forêts à travers le territoire national. Nous avons eu la chance d'avoir la relance du barrage vert. Le barrage vert, moi je dis maintenant, ils ont gardé la même largeur, 20 km sur 1500 km. Pourquoi ne pas multiplier par 4 ou 5 sa largeur? Ça va réduire, si vous voulez, d'abord l'avancée du désert, ça va créer un écosystème, un microclimat, et ça sera un puits de carbone pour tous les hauts plateaux et le sud algérien. Alors, si nous subissons aujourd'hui, par exemple, dans les grandes villes, cette chaleur, cette hausse de température, comme cela se fait dans certains pays, nous l'avons vu au niveau du pourtour de la Méditerranée. Oui. Vous avez l'exemple de l'Italie, vous avez la Grèce qui est en feu également, oui, puisqu'il y a plusieurs foyers d'incendie qui sont déclenchés. Vous avez aussi de l'autre côté du continent américain, le Canada également, qui a suffoqué. Voilà, la Californie également, du côté du Texas. Il y a plusieurs exemples de pays à travers le monde. Vous avez aussi l'exemple de l'Espagne et à côté de chez nous, en France également, du côté du sud de la France. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui prendre des dispositions particulières par rapport à ce réchauffement de la planète impérativement? C'est inciter au reboisement au niveau urbain, créer des espaces forestiers au niveau urbain, parce qu'on a pratiquement arraché toutes les arbres existants au niveau, si on prend l'exemple de la capitale et les grandes villes également. C'est la déforestation, voilà. C'est irrémédiable, et c'est les conséquences justement de la déforestation au niveau du Brésil. C'est des millions d'hectares avec l'Amazonie, oui. L'Amazonie. Donc, c'est qui est considéré comme le poumon de la Terre. Le puits, le véritable puits carbone. Donc, en Algérie, je ne vois pas pourquoi on n'impose pas une végétation, des plantations pour... vous savez, la norme, c'est entre 20 et 30 mètres carrés par habitant. On implante 2000 logements, il faut faire l'arithmétique. À côté de 2000 logements, il faut 2000 logements par 20 mètres carrés par habitant. Il faut exiger la création des espaces forestiers en milieu urbain. Absolument, absolument. C'est l'une des solutions qui est préconisée par le GIEC pour réduire un peu l'émission des effets de serre. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction, professeur Abdelkarim Chelroun. Merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Abdelkarim Chelroun, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, la canicule, risque majeur, il faut prendre les mesures en conséquence aujourd'hui. Professeur Abdelkarim Chelroun, c'est au même titre que, par exemple, la question des inondations, la question des séismes, des volcans, l'éboulement, c'est le même principe. Il faut prendre les mesures en conséquence et s'adapter. Mais il faut toujours... Ça provoque des morts aussi, hein, la canicule. Absolument, ça provoque des morts et beaucoup de morts. Donc la solution, c'est l'application d'une stratégie de prévention in situ, sur le terrain. Et pour chaque risque majeur, il y a des mesures préventives adaptées au risque. Tout a été, vous savez, vous prenez la loi 0420 concernant l'Algérie, tout a été dit, tout a été écrit, il ne manque que les textes d'application, que ce soit pour les séismes, les inondations, le changement climatique, la désertification, absolument tout. Donc il n'y a qu'à se référer justement aux dispositions de la loi et les mettre en œuvre. Et pour cela, il y a eu quand même plusieurs conférences qui ont été organisées par les ministères concernés, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Voilà, je parle du chapeau, si vous voulez.
c'est les gens qui sont en charge de la gestion des risques. Et j'espère que s'il y a une mise en œuvre correcte sur le terrain, le risque sera réduit avec une proportion importante. Alors, vous parlez de la loi 080, bien sûr, sur les risques majeurs. Vous parlez un peu de mesures préventives. Cela affecte bien sûr l'homme, les animaux et les végétaux prioritairement. Ça pourrait mener vers, bien sûr, une situation de sécurité alimentaire qui pourrait être également fortement affectée, puisque nous savons qu'aujourd'hui, tout est concerné, puisque même le ministre de l'Agriculture, il a rassuré les agriculteurs qui sont bien sûr face à cette situation, qui seront indemnisés en raison de cette forte hausse des températures. Oui, les assurances, puis les éleveurs aussi. Hein. Les éleveurs, le ministre, l'équipe qui se trouve actuellement au ministère de l'Agriculture, elle est au fait des choses, elle est bien sensibilisée au problème des risques majeurs. J'ai assisté à plusieurs réunions. Donc j'espère que, et surtout pour les feux de forêt, parce que ça les concerne, la Direction générale des forêts dépend du ministère de l'Agriculture, j'espère que toutes les mesures édictées par la loi seront appliquées sur le terrain. Et bien sûr, nous savons que cette canicule a aussi des conséquences sur la santé, puisque l'homme perd moins de 10% de l'eau du corps humain. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est importante aujourd'hui, quelles sont les dispositions à prendre, puisque vous dites qu'il y a des mesures préventives à mettre en place? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui, professeur Abdelkrim Chilroum, de façon concrète? Vous savez, il faut aller il faut appliquer les mesures basiques. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Donc les mesures préventives sont claires, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment? Revoir le parc roulant. J'étais tout à l'heure derrière un bus, vous savez, c'était des nuages qui sortaient de son tuyau d'échappement. Donc imposer les FAP pour tout le matériel roulant. Faire un effort concernant tous les appareils ménagers, parce qu'ils ne sont pas aux normes, il faut le dire, que ce soit les climatiseurs, que ce soit les autres appareils ménagers. Donc, démultiplier les puits de carbone, c'est-à-dire les forêts à travers dans l'espace urbain, revoir l'urbanisation, parce qu'elle est un peu débridée, il faut le dire, éviter les zones à risque, les constructions dans les zones à risque. Voilà les mesures basiques en matière de prévention des risques majeurs. Ça permet de réduire de moitié au moins tous les dangers auxquels nous sommes confrontés. Mais bien sûr, nous savons que ces hausses de température peuvent entraîner aussi un risque sanitaire, notamment pour les personnes vulnérables. Est-ce qu'il faudrait enclencher des dispositions spécifiques hors sec, vagues de chaleur, professeur Abdelkrim Chilroum? Heureusement que nous sommes en période de vacances aussi. Bon, en ce qui concerne l'Algérie, moi je crois que la population est habituée aux chaleurs. Parce qu'on n'est pas... pas à ces températures. Pas à ces températures, on n'est pas un pays européen, il faut le dire. On est un pays quand même africain, mais c'est des températures extrêmes auxquelles il faut apporter des mesures, je pense, adéquates. Et là, je pense, les services de la santé, la protection civile peuvent... Ils ont enclenché déjà l'hôpital Mustapha le plan. Ils sont bien organisés dans ce domaine-là, et je ne pense pas qu'il y ait des morts, je dirais des décès lors de cette dernière canicule. Je n'ai pas en tête, parce que j'ai contacté dernièrement la protection civile, et puis ils ne m'ont pas donné pas par les noyades, mais les noyades, c'est pas... Voilà. Donc on est, si vous voulez, plus ou moins, notre corps est plus ou moins habitué à ce genre de... Il y a eu quelques décès de personnes vulnérables et âgées au niveau de l'hôpital Mustapha, c'est ce que nous avait affirmé la semaine dernière professeur Rachid Belhadj. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les mesures, dispositions. Vous avez parlé, bien sûr, des mesures préventives, c'est-à-dire veiller à ce que le parc roulant soit adapté bien sûr, à l'environnement, qu'il ne dégage pas beaucoup de CO2. Est-ce qu'il faudrait aussi, de particules, est-ce qu'il faudrait aussi prendre d'autres dispositions par rapport aux industries également? Professeur Abdelkrim Chilroum, puisqu'à un moment donné, on avait parlé de la taxe pollueur-payeur, qui devait impliquer déjà au niveau international. Qui a été érigée en 2004 déjà.
les industries, c'est les ministères concernés, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Énergie, qui sont directement concernés. Donc là, il y a des mesures très très draconiennes qu'ils doivent mettre en œuvre pour les filtres, ça dépend du type d'industrie. Mais là, justement, c'est des choses qui doivent être prises en main par le ministère en charge de la gestion des risques majeurs, à savoir le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur. Voilà. C'est une identification d'abord, c'est une cartographie, on a toujours parlé de la cartographie des zones à risque, une cartographie des installations à risque majeur, les IRM, il y en a à peu près 60 à travers le territoire national, donc tout ça doit être répertorié, doit être actualisé pour qu'on puisse justement apporter les solutions adéquates en matière de réduction de risques. Alors on dit que les canicules à répétition sont bien dues au réchauffement climatique, c'est ce que nous disions au début de cette émission. Est-ce que les pays industrialisés doivent assumer leurs responsabilités aujourd'hui, puisque nous savons au niveau du continent africain, nous sommes responsables de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Nous subissons cette industrialisation des pays bien sûr industrialisés qui peut induire aussi des conséquences comme par exemple le phénomène de migration, puisqu'il y aura de la sécheresse comme étant une conséquence. Oui. Est-ce qu'ils doivent assumer cette responsabilité impérativement? On l'a dit au début, c'est l'Afrique se mobiliser pour demander indemnisation. Les pays africains doivent être plus agressifs, ils ne doivent pas être timides, ils doivent imposer leur solution. Et j'avais dit tout à l'heure, pourquoi pas des COP Afrique, parce que nous avons des spécifications Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou tout le continent africain. Donc, il faut qu'il soit il faut qu'il puisse proposer des solutions adéquates et organiser sur le sol africain des rencontres, des conférences avec les pays responsables justement de cette catastrophe, à savoir les pays industrialisés. Et moi je pense que ça peut marcher. Et puis il y a le fonds mondial de l'environnement. Il faut qu'il finance justement toutes les conséquences de cette canicule et le reste des risques qui touchent l'Afrique. Obliger l'Occident à assumer sa faute par rapport à cette situation, sa responsabilité impérativement. C'est pour ça qu'il faut parler d'une seule voix pour le continent africain. Oui, mais je peux vous dire que les pays industrialisés le savent. Ils savent qu'ils sont responsables, ils le disent. Donc, ils donnent le pourcentage de catastrophes, si vous voulez, qu'ils produisent. Et c'est eux qui ont dit que l'Afrique est responsable pour 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais ils sont touchés à plus de 50%. Donc, les chiffres sont là, le constat est là, il est parlant. Donc, il n'y a qu'à les rassembler, les ramener autour d'une table et leur demander de payer, c'est tout. Alors, la planète a gagné près de 1,2 degré environ depuis la révolution industrielle. Et selon, bien sûr, l'ONU, les engagements actuels des États, s'ils étaient respectés, mèneraient vers un réchauffement catastrophique de plus de 2,7%. Ce serait la fin... Oui, ça sera la fin de l'humanité. Ça sera multiplié par 2, la canicule actuelle. Ça sera aux environs de 60 degrés. Donc, voilà. Et puis, n'oubliez pas la hausse du niveau des mers et des océans. C'était plus 20 cm en pratiquement un siècle, 2 siècles, et maintenant, ils s'attendent d'ici 2050 à 20 cm en plus, ce qui est alarmant, ce qui va être très très dangereux pour les régions côtières à travers le monde. Et comme vous le savez, l'Algérie est classée comme elle a été identifiée comme un point fort, un point chaud, un point à risque à travers la planète, parmi les 20 points identifiés par le GIEC, si mes souvenirs sont bons. Et justement, par rapport à cette question, les feux ou les incendies de forêt pourraient être aussi dramatiques, professeur Abdelkarim Chelroun, puisque nous avons vu, il y a 3 ans pratiquement, nous avons vécu des incendies sans précédent. Il faut absolument, pour l'Algérie, il faut absolument qu'on maîtrise ce risque, feu de forêt, parce qu'il est facile à maîtriser. C'est un problème de gestion, c'est un problème d'urbanisation des massifs, d'ouverture des pistes, de points d'eau.
Du côté de l'intervention, il n'y a aucun problème parce que la protection civile est largement équipée, ils sont professionnels, ils sont adaptés à ce genre d'intervention. Malheureusement, je dois le dire, je l'ai dit avant, c'est la DGF, c'est la Direction Générale des Forêts qui doit prendre ses responsabilités, qui doit régler, mettre en place les mesures préventives qui vont faciliter au personnel de l'ANP et au personnel de la protection civile d'intervenir plus facilement, de trouver les points d'eau adéquats au niveau des massifs, avec leurs hélicoptères, avec les bombardiers d'eau, vous savez. Et là, ça va réduire de beaucoup les feux de forêt. Et on ne peut pas se permettre, parce que nous avons à peine 4 millions d'hectares de verts et de forêts sur les 238 millions d'hectares. Donc, et ça ne représente que 1,5% de la superficie globale du territoire. On doit au moins conserver cet espace vert. Alors, le barrage vert, une ceinture contre l'avancée du désert. Il faut stopper l'avancée du désert et protéger, bien sûr, les terres arables. Vous savez, c'est la seule... Parce que les terres à fort rendement agricole, elles sont au niveau du nord. De toutes les façons, c'est clair, c'est vraiment la chose palpable, si vous voulez. Le barrage vert, il a été démarré en 1970, il ne faut pas oublier, à l'ère du feu Boumediene. Voilà, il a été par la suite abandonné, maintenant il a été repris par décret, mais j'aurais souhaité personnellement, je l'avais dit avant dans une conférence, je l'aurais souhaité que ça soit une agence nationale qui gère ce barrage vert et non pas une direction, une sous-direction de la Direction Générale des Forêts qui elle-même dépend du ministère de l'Agriculture. Ça ne peut pas marcher. Il faut une autorité importante avec des responsabilités et des prérogatives qui puissent prendre leurs responsabilités, qui puissent avoir un fonds important et développer cet ouvrage. C'est un grand ouvrage, je dirais, et probablement l'élargir pratiquement à 26 ou 27 wilayas au lieu maintenant de 13 wilayas. Voilà. Alors, la question du climat devient aujourd'hui une question préoccupante pour tous les États. Nous l'avons vu ces derniers jours. On ne parle que, bien sûr, des conséquences de cette canicule. On parle même de phénomènes de sécheresse, même dans les pays qui ne connaissent pas fortement cette sécheresse, comme par exemple au niveau de l'Europe. On parle bien sûr de la baisse un peu des cours d'eau, des oueds, également les grands fleuves à travers le monde, l'augmentation du niveau d'évaporation des eaux, nous l'avons vu actuellement au niveau des barrages. On avait soufflé par rapport aux dernières pluies qui s'étaient abattues sur notre pays, où on parlait un peu de barrages qui avaient atteint l'équivalent de 25% de leur taux de remplissage. Maintenant, avec cette forte humidité et ce fort taux, bien sûr, d'évaporation en raison de la chaleur, ça va encore diminuer et ça aura bien sûr des répercussions sur leur niveau. Alors, on parle bien sûr de cette question du climat qui est primordiale. Il faut la prendre véritablement en conséquence, professeur Abdelkrim Chilron, puisque nous avons vu que depuis 3 ans, nous avons moins de pluie et nous sommes passés d'un statut de pays semi-aride à quasiment aride. Oui. Il ne pleut pas beaucoup. Oui. C'est la raison pour laquelle le dessalement est devenu une alternative incontournable. Le dessalement ou bien l'utilisation des eaux usées. Le recyclage. Le recyclage, les steppes qui sont, je pense... un segment important dans ce pays, parce qu'il ne faut pas oublier, le dessalement c'est une chose, parce qu'il faut être au niveau de la côte. Maintenant, pour les gens nous avons quand même un grand pays, un continent, il faut démultiplier les stations d'épuration, les steppes de récupération, et ça peut être utilisé pour l'agriculture et pour l'industrie. Voilà, donc c'est l'une des solutions qui peut remédier au problème du stress hydrique. Alors cette question du climat est une excellente opportunité pour favoriser les renouvelables également, professeur Abdelkrim Chilron, puisque nous savons que les renouvelables ne sont pas polluants. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, quand on sait que Sonelgaz, en principe, va lancer son appel d'offres cette semaine par rapport aux 1000 mégawatts? C'est une des solutions qui est préconisée d'ailleurs pour la réduction du risque climatique, les émissions à effet de serre, le méthane et tout ça. Et malheureusement, on est au balbutiement, je dirais. Il faut aller de l'avant
et développer ces renouvelables. Hein. Tous les renouvelables, sans exception, qui ne sont pas... Sans exception. Alors, nous avons vu un important contrat qui a été signé en Chine entre le président de la République, son homologue chinois. Bien sûr, l'enveloppe globale est de 36 milliards de dollars. Et parmi les projets, la réalisation de batteries à base de lithium. C'est important dans le contexte actuel, puisque le lithium, nous savons qu'il n'est pas extrêmement polluant. Professeur Abdelkrim Chelroum. Et c'est utilisé pour les voitures électriques, je pense. Oui, c'est-à-dire on anticipe pour la mise en place des voitures électriques. C'est très bien, c'est la base. Donc... moi, on ne peut qu'applaudir cette décision. Même Naftal est en train de s'adapter en installant, bien sûr. Même Sonatrach, elle doit normalement s'engager. Naftal commençait à installer les bornes électriques. Sonelgaz est en train, je pense, également est impliqué dans ce domaine-là. Et je pense qu'il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Pas d'autre solution. Et Naftal est en train d'installer les bornes électriques tout au long de l'autoroute Est-Ouest, en attendant bien sûr de leur élargissement. Il y a eu pas mal de recherches dans le domaine justement de la voiture électrique au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a eu quelques innovations, quelques start-up. Donc il faut, je pense, les encourager, les démultiplier, créer beaucoup de laboratoires de recherche et aller de l'avant et puis créer le lien entre l'industrie et l'université. Je pense que ça va donner quelques résultats probants, positifs. Je pense. Alors, comment doit-on se préparer pour faire face aux effets de la chaleur sur les productions agricoles également, professeur Abdelkrim Chelroum? Puisque nous avons vu que le raisin cette année risque d'être fortement affecté. Aux gens responsables de la recherche agronomique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui inciter la population à planter des arbres? Oui. Partout des arbres. Partout. Vous savez, il faut plus, j'en ai parlé aux gens de certains responsables du ministère de l'Agriculture, il ne faut plus penser à 100 000 ou 200 000, il faut viser le milliard. C'est un continent, on n'a pas d'arbres. Il faut penser à planter le long des routes, des autoroutes, créer 2 ou 3 barrages verts. C'est la seule, vous savez, les jeunes du service national, les étudiants à l'université, les lycéens, les écoliers aussi. Tout le monde doit se mobiliser, la société civile également. Et puis les corps constitués. L'armée, la protection civile, les scouts, tout le monde. Organiser des opérations de volontariat et aller planter un arbre. Encourager davantage l'acquisition des voitures électriques. Absolument. Il faut se préparer. Il faut se préparer, oui. Puisque nous avons vu dans certains pays, bien sûr, on s'achemine bien sûr vers l'électrification à horizon 2030. Alors, autre question, professeur Abdelkrim Chelroum, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, par exemple, à cette question du climat et le réchauffement de la Terre, pourrait générer aussi d'autres catastrophes? On ne le souhaite pas, naturelles. Vous savez, c'est les phénomènes de cascade. Les risques majeurs, c'est les cascades. C'est, vous savez, un séisme qui peut provoquer des épidémies, qui peut provoquer des glissements de terrain, ce qu'on appelle les phénomènes en cascade. Maintenant, le risque climatique, les problèmes de canicule, de réchauffement climatique, peut provoquer, normalement, il ne peut pas provoquer, il est dans la cascade de la sécheresse, de stress hydrique, des maladies, des pandémies. Tout ça, ça fait partie, si vous voulez, des conséquences du réchauffement climatique. Mais peut-on parler pour notre pays de sécheresse également, professeur Abdelkrim Chelroum? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui concrètement de sécheresse ou de phénomène de sécheresse? Oui. Il est stipulé, il a été identifié par les experts concernés déjà il y a 20 ans. On n'a pas attendu 2023. On avait parlé en 2004, on avait anticipé, on avait dit il faut faire attention. Il y a la sécheresse, il y a la désertification, il y a le problème de stress hydrique, tout ça a été clairement identifié, clairement modélisé à travers toutes les wilayats et nous avons proposé des solutions et des mesures préventives pour chaque wilaya et pour chaque commune. Cela pourrait provoquer aussi le phénomène de migration? Absolument. Au déplacement des populations, on le sait au niveau de l'Afrique. On le vit actuellement. Il n'y a qu'à se promener à Alger, vous allez voir. Ou bien en Tunisie, ou bien un peu partout. Donc, c'est indéniable. De toutes les façons, ils n'ont pas... C'est la survie.
parce que les gens traversent à pied le désert. Moi, j'ai discuté avec certains, ils traversent à pied, donc c'est vraiment la survie. Ils peuvent traverser la Méditerranée à la nage, si ça continue comme ça. Alors, nous avons vu qu'il y a eu des pics de consommation énergétique les semaines dernières, avec bien sûr les pics qui ont été annoncés par Sonelgaz, de la surconsommation de l'électricité et dû bien sûr à l'utilisation excessive de la climatisation. Il faut maintenant revoir notre modèle de construction par rapport aux matériaux de construction impérativement, notamment par région, par wilaya, par localité. C'est impératif, ça, c'est impératif. Vous savez déjà, en 2000, les années 80, il y a eu des modèles de construction dans certaines localités, c'est pour favoriser justement la fraîcheur. Voilà, moi j'ai fait un tour à Adrar. Hardaya, par exemple, en été, ils sont au niveau du sous-sol. À Al-Mghayer, oui. Je me suis aperçu, dernièrement, il y a 1-2 mois, les mêmes matériaux de construction sont utilisés pour la construction de l'ADL, du LSP, des édifices publics. Même privés. Même privés, la brique et le parpaing. Alors que nous sommes quand même, nous avons des traditions. Nous avons les matériaux en terre qui sont non polluants, qui sont isolants, qui sont écologiques. La paille avec la boue, c'est important. Je suis allé en Allemagne, du côté de Munich. Vous savez, ils utilisent la terre dans la construction en Allemagne. Mais c'est un débat qui actuellement au niveau de tous les pays, on parle même par exemple de la réalisation des routes. Faut-il changer le modèle de construction? Oui, tout, parce que c'est d'autres matériaux, des matériaux intelligents, des matériaux non polluants. C'est là où il faut axer toute la recherche. Et je vous dis, il y a eu des centres de recherche érigés en 1975, comme le CNERIB. Malheureusement, on s'aperçoit qu'absolument rien, il n'y a aucune avancée dans ce domaine. Nous avons 1700 laboratoires de recherche dans l'enseignement supérieur. J'aurais souhaité qu'au moins 10% de ces labos soient dédiés à la recherche dans le domaine des matériaux, des bétons fibreux, des matériaux locaux, de la construction écologique. D'accord ? Donc on a les moyens, nous avons le personnel qualifié. Il suffit de mettre en place, si vous voulez, des objectifs et des crédits. Donc, en clair, il faut associer l'université, il faut engager un grand débat sur cette question, revenir au modèle de construction ancestrale, puisque dans certaines localités, on construit la terrasse pour, bien sûr, y vivre pendant l'été, même si maintenant, il fait très chaud. Voilà, il fait très chaud. Voilà, il fait très chaud, même la nuit. Voilà. Professeur Abdelkrim Chelroum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci, bonne journée.